Alors c'est un grand plaisir pour moi d'être à Marseille. Vous pouvez pas imaginer, ce matin chez moi il pleuvait, il faisait 2 degrés, il y avait de la neige sur mon pare-brise. Et arriver ici avec ce grand beau temps et puis des gens que j'aime bien, bah, en fait voilà, c'est un bon moment, j'espère qu'on va passer ensemble. Et évidemment, je pense que vous l'attendez tous, compte tenu de qui je suis et de mon historique dans la communauté Presta. Bah, on va parler d'open source. Et puis ben, on va parler un petit peu, bon je vais juste me représenter vite fait pour les gens qui ne me connaissent pas. On va parler, en introduction, je vais faire une histoire d'un projet open source que vous utilisez tous et vous en rendez même pas compte. Et vous verrez que l'entreprise qui est la clé de ce truc-là, bah, du coup, vous pensez pas du tout que c'est une entreprise qui est importante dans l'open source. Donc ça, c'était important pour moi de vous raconter ça. On va parler un peu des licences. J'ai régulièrement sur le Slack de Friend of Presta des gens qui me contactent en privé, en public, pour poser des questions sur ça. Donc bah, il est bon de refaire une petite piqûre de rappel. On va expliquer un peu comment utiliser l'open source à bon escient. Et puis on m'a demandé de faire un petit bonus. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de comment je fais de l'intelligence artificielle dans mes solutions clients. Et donc bah, je vais vous réexpliquer vite fait, mais vraiment c'est un petit bonus, qu'est-ce que vous pouvez faire, et puis surtout qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. Voilà. D'un point de vue propriété intellectuelle, j'entends. Donc bah, pour ma part, j'ai cette année réalisé que j'avais 25 ans d'expérience avec les solutions open source, en tant qu'utilisateur, contributeur, dans un parti un peu hobbyiste, quand j'étais contributeur d'Ubuntu Studio et que j'ai participé à la modération de Framasoft. Et puis après, bah, il y a 12-13 ans maintenant, j'ai fait le shift d'en faire mon métier, donc de gérer des communautés, de construire des communautés. C'est une réelle fierté pour moi, 2 ans après avoir quitté l'écosystème de PrestaShop, d'être invité ici pour vous parler, de revoir autant de gens que j'aime bien, et de voir qu'en fait, bah, du coup, cette communauté à laquelle bah, j'ai participé à sa construction, d'une manière ou d'une autre, est toujours vivante, toujours en train de croître et de s'amuser et de faire des choses comme cet événement aujourd'hui, très important. Puis maintenant, je fais des trucs un peu moins passionnants que le e-commerce, les gros systèmes d'entreprise, les gros systèmes d'information pour les entreprises, comme gérer 20 milliards de documents sur un cloud, c'est des trucs qui sont en Java, je fais plus de PHP, etc., etc. Mais du coup, c'est toujours des choses qui, en plus, peuvent vous intéresser, donc allez voir ce qu'on fait, ça peut être cool. Après, je suis en vacances, je suis pas venu pour le boulot, j'ai vraiment posé 2 jours pour venir vous voir, donc c'est en mode plaisir. Donc voilà, j'ai une question très importante pour vous. Qui dans cette salle a du matos Apple? Ouais, pas tout le monde, mais au moins la moitié, quoi. Apple n'est pas une entreprise qu'on associe à la base à l'open source. Et du coup, je voulais justement vous sensibiliser à ça avec plusieurs exemples. Il n'y aura pas que Apple dans les exemples, mais vous verrez que c'est important. Et je vais vous raconter l'histoire de WebKit. Qui sait ce que c'est que WebKit ici? Wow, 4 personnes. Pourtant, si vous avez un iPhone et un Mac, surtout si vous avez un iPhone, vous l'utilisez plusieurs heures par jour. WebKit, en fait, c'était le navigateur de KDE en 98. Qui utilisait Linux en 98? Ah, quand même. Ah ouais, quand même. Ceux qui ont moins de 35 ans, à mon avis, voient pas de quoi je parle. Mais à l'époque, il y avait Netscape, Internet Explorer 4, un truc comme ça. Pardon? Non, Mosaic, c'était terminé déjà. On était sur la fin de Netscape et il n'y avait pas encore Firefox. Et peut-être que des gens dans la salle ne savent pas ce que c'est que Firefox d'ailleurs. Bref, dans KDE, la communauté KDE avait développé un navigateur interne en fait, qui du coup tournait sous Unix. KDE, en fait, c'était une évolution de l'environnement système Unix qui s'appelait CDE. Et donc, ben, en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément accès à Internet de partout, mais pour les grandes entreprises, on utilisait déjà ce qu'on appelait l'intranet. C'était déjà un serveur web avec, on va dire, l'ancêtre du wiki, sur lequel on publiait des pages de connaissances, de savoir-faire. Pas forcément des réunions, mais ceux qui ont utilisé Lotus, typiquement, par exemple, connaissent ça. Lotus était ni plus ni moins qu'un serveur web. Et donc bah, Apple, vous le savez, en 98, Steve Jobs revient en mode super-héros, je vais sauver la Terre, machin, sort l'iMac, nanan, et début 2000, ils sortent macOS 10, qui bah, du coup est l'évolution de Next, qui est un Unix en fait. Grosse révolution technologique, on prépare les prémices d'abandonner le PowerPC pour passer à Intel. Donc il y a une révolution software, une révolution hardware chez Apple. Et bah évidemment, avec iMac, le i dans iMac, c'était Internet Mac. Okay, donc il fallait à terme
pouvoir se débarrasser très très tôt. Steve Jobs a eu cette vision très tôt de se débarrasser très tôt de Internet Explorer. Netscape venait de tomber en ruine, et quand je vous parle 2000-2001, en fait Netscape a disparu, mais il n'y a pas encore Firefox qui est en cours, mais qui est pas livré. Puis surtout, il n'est pas encore compilé pour macOS 10, quoi. Il y a pas de navigateur compilé pour macOS 10. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez Apple? Ils vont forquer KHTML. Je reviendrai un petit peu plus sur le détail, et KJS. Et ils vont travailler dessus discrètement, mais quand même en collaboration pour de bonnes raisons avec la communauté KDE. Et en 2005, ils vont rendre public le code source de WebKit et puis leurs améliorations, qui en fait c'est le moteur de Safari. Safari, vous l'utilisez dans iOS, c'est toujours WebKit dedans. Et vous l'utilisez sur Mac si vous utilisez le navigateur par défaut. Ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait quand c'est sorti, le fait d'avoir une alternative qui était finalement dans des licences encore plus pratiques que la licence de Firefox, et le moteur était facile comme il était à la base créé pour Unix, et les Unix, les Linux sont ce qu'on a sur nos téléphones, hein, ni plus ni moins. Android c'est Linux, iOS c'est un Unix, etc. Ça a été très très utilisé très vite dans les matériels embarqués. Si vous avez affiché le mode d'emploi d'un jeu sur votre PlayStation 3, vous avez utilisé WebKit, vous ne le saviez pas. Sur la Switch, sur la Nintendo 3DS. Qui se souvient de Symbian? Bon, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Symbian, c'était le système d'exploitation des Nokia et des Ericsson et des Sony avant qu'on passe à Android. Voilà. Le BlackBerry, je suis sûr qu'il y a des gens qui en ont eu ici. Et puis évidemment, dans beaucoup de logiciels, comme j'ai mis Adobe CC en exemple, mais dans Adobe, en fait, c'est pareil, pour afficher la doc, en fait, du coup, c'était du HTML. Et donc, Adobe a utilisé WebKit aussi pour afficher ses documentations. Ensuite, on a eu, sorti de cette adoption stricte, 2 forks majeurs qui sont arrivés plus tard. Je n'ai pas mis la date, mais on s'en fout. La première, c'est Blink, qui en fait est un fork de WebKit, mais qui du coup est la base de Chromium, qui du coup sert à faire Google Chrome. Tout le monde sait qui utilise Google Chrome. Ouais, tout le monde, c'est bien ce qui me semblait. Et en fait, GitHub est allé un étage plus loin. C'est-à-dire que du coup, GitHub appartenait pas encore à Microsoft à l'époque, et ils se sont dit, le truc c'est que nous on a des développeurs sous Windows, des développeurs sous Mac, des développeurs sous Linux. Linux représente une grosse partie en fait des gens qui utilisent GitHub, et ils avaient besoin d'une plateforme pour faire des outils qui soient multiplateformes. Donc ils ont repris la même logique que la plateforme Eclipse. Alors ça, je pense que j'ai perdu tout le monde si je parle de Java et d'Eclipse, mais l'idée c'est qu'ils ont enlevé l'interface graphique du navigateur Chrome, ils ont gardé la plateforme, et ils ont fait d'autres applications, notamment Atom, qui est l'ancêtre de VS Code en gros, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme c'était sur GitHub, c'était open source et ça avait les bonnes licences, en fait vous avez utilisé ça sans le savoir si vous utilisez Spotify, si vous utilisez l'appli desktop de Slack, et si vous utilisez VS Code. Maintenant ça a changé il y a genre 18 mois, mais pendant presque 10 ans, du coup ça utilisait WebKit. Alors, comment c'est possible? Si je vous ennuie, ouvrez votre téléphone et cherchez opensource.apple.com. Et oui, je vous l'ai dit en introduction, Apple n'est pas l'entreprise à laquelle on pense le plus quand on pense open source. Et par exemple, si vous pouvez imprimer depuis votre téléphone, ou depuis un Mac, ou depuis Linux, c'est grâce à Apple, parce qu'ils maintiennent aussi le projet CUPS, typiquement. Les licences de WebKit sont très particulières. D'abord, les 2 composants historiques, KHTML et KJS, sont en LGPL. Cette licence a un avantage, c'est que si vous faites des modifications, elles sont aussi en LGPL. Mais vous avez le droit d'embarquer du code en LGPL dans du code propriétaire. Ce qui fait que, en fait, pour Apple, c'était la licence idéale pour pouvoir créer Safari et le foutre dans macOS et iOS. Et après, Apple préférant les licences académiques, je reviendrai sur le détail des licences un peu plus tard dans la presse, ils ont ajouté les composants autour qu'ils ont rendus open source, ils les ont mis en BSD, comme ça c'est encore plus permissif que la GPL. Et donc, si vous voulez, le truc aussi, c'est que comme la LGPL a forcé finalement Apple à mettre à disposition ces modifications, KDE, dans l'autre sens, a pu en fait bénéficier des améliorations d'Apple. Alors vous avez une petite communauté en Allemagne qui fait des trucs dans son coin, puis d'un coup vous avez un géant comme Apple qui dit « Ouah, cool, on vous reverse énormément de choses ». La puissance d'Apple, la qualité de son code et de ses ingénieurs est plutôt, on va dire, de bonne réputation. Il y a eu quelques frictions au début, à tel point, finalement, que la collaboration a fini par se faire sur un coup de gueule de Steve Jobs qui a dit « Maintenant, vous respectez correctement le bordel avec les gens de KDE ».
et que KDE a fini par utiliser lui aussi WebKit comme moteur de son navigateur par défaut. Ce qui nous amène à la deuxième partie, un petit coup d'œil aux licences open source. Alors, on va aborder du vocabulaire qui peut être un peu pointu. J'ai évidemment envoyé la presse en avance à quelques personnes pour m'assurer que je les perdais pas trop. Mais surtout, ce qui est très important, avant de parler des types de licences, des familles de licences, on va parler de ce qu'est une licence open source. En fait, quand vous installez Windows, ou quand vous installez Adobe, ou quand vous allumez votre Mac quand vous l'avez sorti de la boîte, vous acceptez ce qu'on appelle la End User License Agreement. Vous acceptez la licence de les textes qui disent bah oui, je suis d'accord avec les termes et j'accepte d'utiliser le logiciel qui est dans la machine. Et ben, quand on fait de l'open source, cette End User License Agreement, c'est la licence open source. Okay, on peut rajouter des termes of use dans certaines conditions après, mais ce que vous acceptez, c'est la licence de distribution. Et c'est un contrat. L'open source utilise la loi du copyright dans les pays où elle s'applique et la loi du droit d'auteur, comme en France, dans les pays où elle s'applique, mais en la détournant. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de dire tout droit réservé, et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez et je vous ferai payer très cher, en fait, c'est l'inverse. La licence, elle va faire une espèce de garantie inversée. C'est-à-dire qu'elle va protéger les auteurs et les distributeurs en disant, je vous montrerai après avec la licence OFL ou OFL, il n'y a aucune garantie, vous êtes l'utilisateur, vous avez la responsabilité de l'usage que vous en faites. Moi, je vous le file, vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez un problème, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. En échange, du coup, on donne des droits à l'utilisateur. Là, de ce point de vue-là, l'exemple typique, c'est une moto. Bon, tout le monde voit ce que c'est qu'une moto, à peu près, tout le monde en a déjà vu dans sa vie. Si vous avez un problème avec les freins, ou je sais pas, un joint de culasse, un truc, vous pouvez démonter la moto, vous pouvez observer la pièce, la faire refaire quand c'est une très vieille moto des années 30, on peut refaire faire la pièce, ok, réassembler la moto et tout. Mais aujourd'hui, je vous le cache pas, dans une moto, il y a du logiciel. Ah, l'afficheur, là, il fonctionne pas, c'est pas de la mécanique, c'est un truc électronique avec plein de capteurs. Et cette partie-là, vous pouvez pas la modifier. Qu'est-ce qui se passe, sans vouloir dire de vouloir modifier le logiciel pour augmenter les performances, c'est interdit. Mais si, par exemple, l'afficheur a un bug, comment vous pouvez vous-même améliorer le bug? Vous pouvez pas, puisque vous n'avez ni accès au code source, ni accès aux outils de build, ni accès aux outils qui vous permettent de mettre à jour le firmware. L'idée, c'est ça, c'est de dire j'achète quelque chose, je vois la partie mécanique et je peux la corriger. Le code source, en fait, la licence open source, c'est ça, c'est de dire j'ai aussi accès au code source et aux outils qui permettent de le modifier et de le mettre à jour. La base, c'est ça, en fait. Et ensuite, voilà, c'est pas la version que j'avais mis à jour il y a 1 heure. Qui a repéré la coquille au milieu de la slide? Un vrai mauvais copier-coller bien pourri. C'est la 3e ligne, elle n'a rien à faire là. Évidemment, c'est pas forcément compatible propriétaire. Certaines licences le sont, j'ai parlé de celle de WebKit, mais voilà. Donc il va y avoir quelques coquilles dans la presse. Si vous en voyez, levez la main. J'ai pas de t-shirt ou de goodies, mais ça peut être fun d'en discuter. Et puis, du coup, la licence, comme en fait elle permet la modification, il y a ce côté j'ai fait une modif, c'est mieux, tiens, je te la file. Avec le copyright standard, on n'a pas le droit. J'achète Harry Potter, j'ai repéré une faute d'orthographe, j'ai pas le droit de corriger la faute d'orthographe dans le Kindle en version numérique et de la redistribuer corrigée à mes potes. Non, je suis obligé de passer par l'éditeur. Là, l'idée, c'est que en fait, la licence gère aussi la possibilité de modifier et de redistribuer avec ses améliorations. Encore une fois, l'exemple de WebKit est là. Apple a pris le code de KDE, l'a amélioré, et puis du coup, a partagé ses modifications pour en faire une nouvelle version, et tout le monde peut en profiter. Google, KDE, Sony, Nintendo, etc. Les licences open source, ça c'est le truc chiant. C'est la slide où en général j'ai perdu tout le monde pendant 30 minutes. Non, pas 30 minutes, c'est une blague. Pendant 5 minutes. Alors, vous perdez pas avec copyleft, with copyleft, permissive, machin. Mais par contre, je vais vous poser quelques questions, quand même, pour vérifier un petit peu où vous en êtes. Qui peut me donner le nom d'un logiciel en GPL? Tous ici, vous en utilisez au moins un, vous l'avez forcément tous utilisé. Hein? Quoi?
Ça, je sais pas. Mais WordPress, par exemple, il est en GPL. Ok. Drupal est en GPL. Linux, que vous utilisez pour vos serveurs, est en GPL. Alors Apache, c'est facile, il est en licence Apache. Mais il y a beaucoup de choses que vous utilisez dans votre vie de tous les jours qui sont dans cette licence qui date des années 80. C'est créé par la Free Foundation. Et l'écosystème de la GPL, qui veut dire GNU Public License, eh ben en fait, il impose que si on met un logiciel en GPL dans un paquet de logiciels, eh ben tout est en GPL. Donc cet écosystème-là, eh ben, il n'est pas compatible avec le logiciel propriétaire. Ou alors, vous rendez votre code propriétaire, vous le mettez aussi en GPL. Ça peut être problématique des fois. Mais bon, il y a des gens qui l'ont fait. Microsoft, Apple, etc. sont susceptibles de faire ce genre de changement sans forcément tomber dans la GPL, mais ils font ce genre de changement de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'est une licence qui est assez particulière, mais que vous utilisez quand vous achetez un thème WordPress. Il est en GPL. Ok. Vous pouvez acheter une clé, je sais pas, un abonnement, quoi que ce soit, mais le code en lui-même, il est en GPL. Comment ça s'applique? Le code dedans, par exemple, il a un code d'activation. C'est du PHP, du JS, rien ne vous empêche, légalement, la licence vous l'autorise, de déglinguer la partie code, de mettre à trous dans la base de données. Juste, encore une fois, si vous le faites, vous vous démerdez. Vous n'avez pas de support, vous ne pouvez pas vous retourner contre l'éditeur, vous ne pouvez pas vous retourner contre la marketplace, ni quoi que ce soit. C'est démerdons-y. Voilà. Et c'est pas bien, ok, mais en fait, d'un point de vue juste de la licence, vous avez le droit. C'est valable aussi avec les modules en AFL, mais j'y reviendrai. On appelle ça du strong copyleft parce que ça force à ouvrir le code. Il n'y a pas de débat, si vous mettez du JPL quelque part, tout est en JPL, donc c'est strong. Ensuite, on a un intermédiaire qu'on appelle le weak copyleft. La LGPL, la licence de WebKit, et donc de KHTML et de KJS. Cette licence, elle dit, en gros, ces licences-là, elle dit, tu peux utiliser mon truc, tu peux le mettre dans ce que tu veux, même du code propriétaire, mais tu as deux conditions. La première, tu dois dire à tes utilisateurs qu'il y a mon code en LGPL et tu dois lui donner accès à ta version, avec tes modifs. Ça, c'est indiscutable. Tes modifs, tout travail dérivé de ces licences-là, est dans la même licence. Je modifie un composant en LGPL, il est en LGPL. Okay, mais je peux l'intégrer quand même dans plus de choses. C'est pour ça qu'on parle de weak copyleft. Ça veut dire que le code original restera open source, mais on peut faire d'autres trucs. L'OSL, la deuxième ligne, c'est la licence de PrestaShop, du core. Okay, bon, après, j'ai mis les marques, donc je pense que vous allez vous en sortir. Et CC by SA, c'est les Creative Commons. Et ça, vous l'utilisez aussi sans le savoir. Par exemple, souvent, les icônes, le CSS de tout ce qui est bouton, machin, bidule, etc. Souvent, il est en Creative Commons. Ensuite, vous avez les licences dites permissives. Alors, je vais attaquer par la famille du centre MIT, ISI, BSD. MIT, ça vous fait penser à une prestigieuse université de la côte est américaine, logiquement. Le Massachusetts Institute of Technology. C'est leur licence qui dit, c'est un paragraphe, tenez, on vous le met à disposition, vous faites ce que vous voulez avec, nous on s'en fout, par contre, vous venez pas nous voir si vous avez un problème, encore une fois. La BSD, plus subtile, quelqu'un sait quel serait le nom de l'université prestigieuse américaine de l'Ouest américain, Californie? Berkeley. Berkeley Software Distribution. Historiquement, c'est eux qui ont fait la première distribution Unix au monde, dans les années 70, quand AT&T leur a donné la possibilité de le faire. Ceux qui ont utilisé Solaris, basé dessus. Okay, ceux qui utilisent iOS, c'est basé dessus. Ceux qui utilisent macOS 10, enfin X maintenant, c'est basé dessus. Et donc là encore, en fait, on appelle ça des licences académiques. Pourquoi? Parce que dans certains pays, le domaine public n'existe pas. Et donc, de facto, le droit d'auteur s'applique. C'est-à-dire, je publie un truc, je ne mets pas de licence, du coup, le droit d'auteur s'applique et c'est moi qui décide. Et donc, ce sont des espèces de workarounds qui disent, au fait, si jamais tu es dans un endroit où le droit d'auteur s'applique et qu'il n'y a pas de public domaine, en fait, on te donne quand même l'autorisation de faire ce que tu veux avec sans nous demander. En fait, on te dégage du droit d'auteur grâce à ces licences. La licence Apache, de la fameuse fondation Apache, elle est un petit peu plus subtile parce qu'elle a pour objectif de protéger l'utilisateur contre des contributions abusives. Typiquement, j'ai un brevet, je contribue dans un logiciel open source, au hasard Linux, mais du coup, pour utiliser Linux, il faudrait prendre une licence pour le brevet. Alors, évidemment, ça, c'est pas très fun, et donc c'est pas autorisé. Ça sert à ça de ce que j'ai appelé patente grant. Et elle protège aussi beaucoup mieux les contributeurs, notamment en disant, un contributeur, il a contribué, mais c'est pas sa faute.
On a la CC0, c'est encore une Creative Commons, 0, parce que du coup, il y a 0 droit, 0 restriction. Et souvent, encore une fois, c'est quelque chose qui est utilisé pour l'art. Qui utilise Unsplash ici pour mettre des images? Unsplash, personne? Ah, quelques-uns. Unsplash.com, UNSPLASH, ouvrez vos téléphones, cherchez. Vous avez la meilleure banque de données d'images libres de droit et autorisation commerciale, bien mieux que la plupart des stocks de Adobe ou etc. Et les images sont libres de droit en haute def, elles sont magnifiques. Je les utilise tout le temps. La plupart des images de cette présentation viennent de là. Et puis vous avez des licences un petit peu plus ésotériques. La WTFPL, donc en fait littéralement, je vous l'ai dit en anglais, je la traduirai pas, c'est vulgaire, c'est la Do What the Fuck You Want Public License. Elle existe. Okay. J'ai déjà utilisé des trucs qui sont publiés dans cette licence, notamment du JavaScript. En général, s'il vous plaît, utilisez celle que j'ai listée, mais des trucs comme la WF machin PL, What the fuck machin, voilà, vous les oubliez, vous les utilisez pas. Je l'ai listé précisément pour vous parler du fait que toutes les licences open source sont pas bonnes à utiliser. Quand vous voyez du code avec des licences comme ça, abstenez-vous. Okay. Ça peut être simplement un mec qui a mis ça pour dire, voilà, rien à foutre. Utiliser l'open source. Donc en fait, la question c'est comment on va utiliser ces licences. En introduction, je vous ai parlé un petit peu de l'exemple de WebKit avec Apple, mais on va revenir à 2-3 exemples. On va utiliser 2 use cases et on va se concentrer en fait sur la licence qui est utilisée pour la technologie Core. Donc, je vous ai parlé de la licence BSD, qui est une licence académique de l'université de Berkeley. Apple et Nintendo ont choisi pour leur machin là de la technologie en BSD. Ce qui en fait leur permet de faire des modifications, mais de ne pas forcément avoir besoin de les partager, et puis surtout de les intégrer dans du logiciel propriétaire. Quand vous utilisez iOS, c'est un logiciel propriétaire. Le gros truc en fait, c'est que par contre ils ont obligation de vous dire qu'ils l'utilisent. C'est pour ça que par exemple ils ont opensource.apple.com, mais si vous allez chercher dans l'aide, les références, les machins, vous pouvez voir la liste. Si vous avez Spotify, ou si vous avez Android par exemple, dans Spotify, vous allez dans les préférences, vous allez tout en bas, et vous allez voir un truc qui s'appelle logiciel tiers. Et si vous l'affichez, je vois qu'il y en a qui sont en train de regarder, là, j'ai piqué la curiosité, vous allez avoir la liste d'à peu près 1 millier de librairies open source dans différentes licences qui sont listées avec un lien vers les repos, le code source, etc. C'est une obligation contractuelle de la licence. Vous faites ce que vous voulez, mais vous devez dire que vous avez utilisé une version. Et si vous avez fait des modifs avec la licence BSD, vous n'êtes pas obligé de les partager. Ça a un impact très intéressant, parce que Visio, qui fait des télés pas chères, des NAS pas chers, des lecteurs DVD pas chers, eux ils ont choisi Linux, qui est en GPL. Sauf qu'ils n'ont pas réfléchi que du coup l'utilisateur final de la téloche, il a le droit de demander le code source. Et évidemment Visio, ils ont mis plein de trucs propriétaires dans ce bazar. Et donc aujourd'hui, ils sont poursuivis par la Free Software Foundation et par Software Conservancy et différentes organisations pour donner le code source, y compris de leur code propriétaire et de leurs applications spécifiques. Donc, bien choisir sa licence en amont a un impact sur le business model, sur ce que vous pouvez construire avec. Ces 2 exemples, pour moi, sont très importants. Je pense qu'ils sont assez explicites. Et on va aller un petit peu plus loin. Alors là, j'avais préparé une question. Une seconde. Ah oui, évidemment. Dans cette salle, qui a déjà modifié un thème ou un module ? Ouais, ça me rassure, quasi tout le monde. Bon, pourquoi vous pouvez le faire ? Parce que, alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il va falloir le faire, quelle que soit la licence, en fait, en vrai. Même si quelqu'un vous vend un module propriétaire, vous allez devoir modifier pour faire de l'intégration. Ne serait-ce qu'une ligne de CSS ou un template HTML. Mais en fait, avec un code propriétaire, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous devez, en fait, faire la demande à l'éditeur qui vous renverra une version avec votre notification. Qui connaît des éditeurs qui vont prendre le temps de faire ça, surtout gratuitement? Encore une fois, si vous faites la modification, du coup vous êtes responsable de cette modif. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est avantageux, mais si on revient spécifiquement à l'OSL et à l'AFL, OSL la licence du corps et AFL la licence des modules et des thèmes, si vous lisez les paragraphes 7 et 8, ils sont en anglais dans un vocabulaire absolument passionnant. Je vous l'encourage aux toilettes ou pour s'endormir le soir, c'est intéressant.
En fait, elles vous disent ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec les autres licences, démerdez-y. Si vous faites une modif, si vous l'utilisez, vous êtes responsable de l'usage que vous en faites. Okay. Donc c'est à l'utilisateur final, normalement, de prouver que s'il a modifié, en fait ça ne marche pas sans sa modification. En fait, en théorie, vous pouvez refuser de faire du support technique à quelqu'un qui a modifié une ligne de CSS. Vous pouvez même faire un MD5 sur son code si vous récupérez sa version, etc. Et du coup, vous pouvez vendre du support en disant vous avez modifié, c'est pas pris en charge par nos conditions générales de vente, et c'est en plus. Sinon, l'utilisateur final doit montrer que le problème existe avec une version non modifiée. Alors, j'invente rien, c'est pas une pratique commerciale qui sort de nulle part, c'est ce que font tous les grands éditeurs. Vous achetez, Red Hat, vous achetez la version de Linux de Red Hat, vous avez modifié une librairie du corps, alors là, vous avez tué votre serveur, ça va vous coûter un bras. Par contre, ça marche pas et vous n'avez rien modifié, Red Hat va vous envoyer 50 mecs et ils vont tout résoudre. Parce que ça sera dans le contrat de garantie. Okay, et c'est très très important pour comprendre comment on fait du biz avec de l'open source. Donc, le dernier point, je parlais des conditions générales d'utilisation, vous avez la licence, c'est ce qu'on accepte quand on installe, l'AFL, en l'occurrence pour un module PrestaShop, mais vous pouvez mettre des conditions générales d'utilisation, dans lesquelles vous documentez ce que vous supportez et ce que vous ne supportez pas. Voilà. Ça, c'est très important. Et les gens qui gagnent très bien de l'argent avec l'open source, en fait, c'est ce qu'ils font, ils ne supportent pas les modifications. J'invente rien. Alors, petit rappel, parce qu'ici, il y a des agences qui achètent des trucs, il y a des marchands qui achètent des trucs, il y a des gens qui vendent des trucs. Et on en a encore rediscuté il n'y a pas plus tard que cette semaine sur le sac de FOP, pour ceux qui suivent un petit peu. Je vous l'annonce, vous ne vendez pas du code et vous achetez pas du code. Alors, pourquoi? Comment je le sais? Qui considère qu'il y a beaucoup de modules et de thèmes qui sont écrits avec les pieds? Donc c'est que le code n'a pas de valeur. Vous l'avez acheté, vous l'utilisez, mais il est pourri. Donc c'est pas le code qui est important. Si c'était le code qui était important, tous les modules seraient écrits avec des tests, avec un style incroyable, des algorithmes de fou, ça serait optimisé pour la perf, de dingue. C'est pas le cas. Donc c'est pas du code que vous achetez. Et il manque une ligne d'ailleurs, encore une fois. Vous vendez en fait quoi? Vous êtes une agence, vous vendez du service. Vous êtes un hébergeur, vous vendez du service. Vous vendez un serveur lampe clé en main, typiquement, sans avoir à s'embêter à installer un rack dans un data center avec une connexion fibre. Qui héberge son site web chez lui? Aujourd'hui, avec la fibre, en vrai, vu le trafic qu'on a sur un site web moyen, c'est possible. En vrai, je connais des gens qui font ça, qui ont leur serveur email, tout, etc. Ils ont tout chez eux derrière le cul de leur box. Mais qui le fait là? Vous prenez tous un truc chez, allez, un des sponsors, 7724, ok, ou d'autres. Donc en fait tout ça, c'est ce qu'il y a autour du code. Et en fait c'est ce qu'il y a autour du code que vous vendez. Réfléchissez bien, regardez l'image que j'ai mis. J'ai mis une boîte, un paquet. Le code, c'est un petit machin dans une réflexion globale qui commence par j'ai besoin d'une fonctionnalité, j'ai besoin d'une spécification, je vais ensuite faire une implémentation, plus ou moins propre, en général, vous l'avez dit vous-même, pas terrible. Et puis du coup, je vais vendre du support, je vais vendre la mise à jour originale d'un truc certifié avec une clé MD5 SOM, pour pas télécharger le module sur un Warehouse qui va miner du Bitcoin ou verser les arrondis sur le compte en banque du hacker. C'est arrivé, on en connaît. Et puis du coup, vous vendez finalement une clé produit. Et c'est un sujet intéressant. Quand vous installiez Windows, pour ceux qui l'ont déjà fait il y a quelques années, sous l'ordinateur, il y avait une espèce de sticker à la con, là, avec une clé, là. Puis au bout d'un moment, ça devient illisible, c'est super chiant. Ça fait 5 ans que tu as la machine et tu ne peux plus lire la clé. Bon. En fait, tu acceptais la licence de Windows, et après, tu renseignais la clé produit. Donc vous ne vendez pas de licence. C'était la troisième ligne de ma slide. Vous ne vendez pas de licence. La licence, c'est l'AFL ou l'ESL. Pour PrestaShop, évidemment. Pour un module WordPress ou Drupal, la licence, c'est la GPL, si vous m'avez bien suivi. Voilà. Et ça n'empêche pas de vendre. Richard Stallman lui-même, dans les années 80, a financé la Free Software Foundation en vendant des copies compilées de iMac. Il fournissait le code source, les outils de build, mais il vendait des copies de iMac parce qu'il y a des gens qui voulaient lui en acheter pour ne pas s'emmerder à compiler. Ok ? Voilà. Donc, il faut que vous réfléchissiez, si vous voulez faire du biz et beaucoup de profit avec l'open source, à ce que vous vendez.
Et donc, je vous le redis, vous vendez pas de licence et vous vendez pas que du code. Un petit peu, mais le reste est beaucoup plus important. Alors, la meilleure façon de créer de la valeur ajoutée, des brousoufs. Regardez bien les images, hein, souvent j'y réfléchis quand même. Elles viennent d'Unsplash, mais je ne les ai pas choisies par hasard. Utiliser les technologies open source pour créer des produits et services. Qui bosse dans une agence là? Voilà, donc c'est ce que vous faites ça. Vous prenez des technologies open source, un serveur LAMP, du PHP, une solution comme PrestaShop ou WordPress ou n'importe quoi, et puis du coup vous faites des produits et des services. Voilà. C'est ce que vous vendez à vos clients. Que vous le vendiez en one shot ou en abonnement ou quoi que ce soit, pas le sujet, c'est ce que vous faites. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez du temps. Qui a envie de s'embêter à réinventer Linux, Apache et PHP et MySQL? Vous êtes partant là? 30 ans, des milliers de personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le time to market. Utilisez la technologie qui est disponible, l'open innovation, ça vous fait gagner du temps. Vous partez pas de rien. C'est critique. C'est pour ça que tout le monde utilise open source. Ça sert à rien de réinventer la roue. Elle existe. Okay. Par contre, un pneu Michelin et un pneu Bridgestone et je sais pas, une jante en alu et une jante en tôle, c'est pas la même chose. Mais c'est une roue. Elle existe. Okay. Ce qui fait la différenciation, c'est ce qu'on fait autour de la roue. Qu'est-ce qu'on fait avec le principe de la roue? La formule du caoutchouc de Michelin n'est pas la même que celle de Pirelli. Okay. Et on est bien d'accord qu'une jante en carbone sur une Koenigsegg Agera, qui vaut 36 000 € la jante, c'est pas la même chose que la jante en tôle de Noroto à 50 balles. C'est toujours une roue. Ensuite, du coup, évidemment, vous partagez, vous réduisez les coûts de développement, puisque du coup, vous utilisez des choses qui existent déjà et auxquelles vous pouvez contribuer. Une très bonne façon d'investir dans l'open source, pas forcément d'acheter des trucs à Red Hat, mais c'est de dire dans PrestaShop, j'ai besoin de ça, et puis ça n'a pas forcément une valeur ajoutée différenciatrice pour mon agence ou mon client. C'est plutôt un bug, c'est plutôt une amélioration de performance, et moi, ça m'arrange que dans la prochaine version, ça y soit. Comme ça, du coup, j'ai pas besoin de patcher. Comme ça, je peux faire mes mises à jour tout de suite, je suis pas en retard. Je gère pas des patchs, je fais juste une mise à jour. Ça, c'est la meilleure raison de contribuer. Contribuez pas pour vous faire plaisir le samedi soir pendant que votre femme est partie s'amuser avec des copines en boîte, quoi. Jouer à Counter-Strike, ou je sais pas c'est quoi les jeux à la mode, mais ou je sais pas, vous faites de la musique avec vos gosses, ou des trucs comme ça, mais si vous contribuez, c'est pendant le temps du boulot, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est utile, sur lequel vous allez créer de la valeur ajoutée pour votre business. C'est un savoir-faire différenciateur. Ça va vous permettre d'avoir peut-être moins de serveurs parce qu'on a amélioré la performance. Ça va, je vais faire un troll, permettre de résoudre les arrondis. Voilà. Mais en vrai, regardez bien, typiquement, on parlait du code un peu pourri. Cette histoire d'arrondi, c'est un très bon exemple, encore une fois. Si c'était si critique et si important et machin, il y aurait déjà quelqu'un qui aurait réécrit ça depuis 12 ans, 15 ans. Et non, donc on arrive à trouver un workaround, on s'en sort. Donc voilà, réfléchissez bien à cette partie code. Donc voilà, et enfin, le truc super critique qu'on a tendance à vachement oublier, la propriété de la data. Moi j'aime bien les trucs SaaS et tout, la boîte pour laquelle je bosse, elle fait ça aussi un peu, mais elle fait aussi du on-premise, elle fait beaucoup d'open source, pour que les gens puissent être gérants de la technologie et des datas qui sont dedans. Quand on a des données commerciales qu'on doit stocker pendant 10 ans, les factures typiquement, des listes de commandes, la valeur de votre boutique c'est son catalogue, les images, les descriptions, vous avez passé des jours, des années peut-être à constituer cette base de connaissances et cette historique, avec les statistiques de vente qui vont avec, ce que vous avez échoué, ce qui a bien marché, la saisonnalité de vos produits. Pourquoi la confier à quelqu'un où vous savez pas, vous avez déjà pas lu les... Alors, je parlais d'un concurrent, mais qui a déjà lu en détail les terms of use d'une solution SaaS quelconque? Je ne donnerai pas de nom. Non, tu as personne. Ah, au fond, Thomas. Bravo Thomas. Voilà, en fait, la plupart du temps, vos données sont les leurs. Hein. S'ils ont envie de les exploiter, de les utiliser, de les analyser, de faire du marketing avec, voire de contacter vos clients dans certains cas, la licence d'un service SaaS leur donne le droit de le faire. L'utiliser de l'open source, c'est maîtriser la technologie, c'est choisir son prestataire, c'est choisir son hébergeur, et puis c'est être propriétaire de ses données, de son catalogue. Voilà. C'est très très critique dans un monde où on se fait espionner de partout. Vous allez chez Amazon, vous mettez votre serveur chez Amazon, c'est votre premier concurrent. Faites pas ça.
Je veux dire, gardez vos données chez vous, ou mettez-les chez quelqu'un qui fait pas de la vente en ligne. 724 vous concurrence pas. Enfin, j'ai pas lu leur term of use, mais a priori, ils ont une bonne réputation. Voilà, donc je vais conclure cette partie-là avec une lecture que je vous recommande, qui pour le coup est passionnante. C'est pas du tout un truc à mettre aux toilettes ou à votre table de chevet. C'est en anglais, il n'y a pas, à ma connaissance, de traduction française, mais c'est extrêmement facile à lire. Il n'y a pas de business model autour de l'open source. L'open source n'est pas un business model. Voilà, donc c'est la Mozilla Foundation qui a détaillé à peu près 50 façons de faire de l'open source. Et eux, ils parlent d'archétypes pour ne pas parler de business model. Lisez ça, vous allez apprendre des tas de trucs. Voilà, et puis on m'avait demandé un petit bonus sur l'AI. C'est bon, je vous ai fait vomir avec ça. Voilà. Alors, donc c'est la liste de tout ce qu'on peut trouver il y a un mois dans Ollama. Qui connaît Ollama? Ah, il y a un mec qui connaît Ollama. 2, 3. Donc si vous faites de l'intelligence artificielle, que vous expérimentez avec, etc., du coup, avec Docker et quelques potes, ils ont fait ce truc-là où ils ont mis tout un tas de moteurs qui sont disponibles sur Hugging Face. J'ai mis les plus populaires, avec leur paramétrage et machin. Alors, 3 billions de paramètres, ça marche. 13 billions de paramètres, il vous faut 32 Go de RAM et un MacBook Pro M1 Pro, au moins. 7 billions, vous oubliez, et 13 billions plus. Et ben, donc là, on peut aller jusqu'à 70, 408 dans le cas de Falcon. Là, il vous faut une carte. Enfin, non, il vous faut des cartes Nvidia à. Combien elles coûtent, les cartes, là Ampère, machin, c'est 10 000 balles le machin, je crois, un truc comme ça. Puis t'attends 2 ans pour l'avoir parce qu'ils sont toutes déjà vendues à OpenAI. Donc voilà, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'elles ont toutes tout un tas de licences qui sont super compliquées. Par exemple, Meta a créé sa licence Llama Community License. Falcon a créé son propre truc. Une partie des modèles de Falcon sont en Apache, mais pas tous, etc. Et donc, en gros, il y a 3 possibilités. Soit elles utilisent des licences permissives, dans la liste que je vous ai montrée tout à l'heure, notamment Apache et BSD. C'est 2 grandes licences, on va dire, open source qu'on trouve. Qui connaît Hugging Face? Qui connaît GitHub? Ok, bon, Hugging Face, c'est comme GitHub, c'est la même chose, l'interface est un peu différente, mais pour les modèles LLM. Voilà, vous allez retrouver le code, les modèles, la doc, les trucs, c'est sur Git aussi, avec une autre interface de collaboration. Donc sur Hugging Face, vous pouvez trier, afficher des trucs sur la AI. Donc voilà, donc, vous pouvez utiliser celles qui sont permissive license si vous avez assez de performance. Okay, et ça, vous pouvez les intégrer dans vos produits, les distribuer, faire du business avec, tout ça, pas de problème. Ensuite, vous avez les non-commercial licenses, Falcon, Llama, de Meta, Facebook. Là, en fait, vous avez droit, en général, vous donne une flexibilité pour faire de la recherche, pour un usage personnel. Mais vous n'avez pas le droit de faire du biz avec. Vous n'avez pas le droit de l'héberger et de le vendre. Vous n'avez pas le droit de l'intégrer dans un truc et de le vendre. Vous devez obtenir une licence commerciale. Enfin, vous devez obtenir... Oui, du coup, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des choses qui sont en double licence. Une licence qui est communautaire, avec beaucoup de restrictions, et une licence qui, du coup, elle est commerciale et qui, en échange d'une rémunération, vous donne l'autorisation. Alors, ne demandez pas une licence à Meta, vous n'existez pas pour eux. Mais par exemple, AWS a un truc qui s'appelle Bedrock. Ils ont des trucs pour tout, AWS, et c'est bien. J'ai fait des démos avec ce truc-là qui est absolument incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer, vous lui donnez une vidéo d'une présentation, comme celle-là peut-être, et vous lui dites comment s'appelle le speaker. Il s'appelle Antoine Thomas. Dans quel slide est-ce qu'il parle de la licence GPL? La slide 14 à 11 minutes 32, et il te met le lien pour ouvrir le player vidéo pile poil au bon endroit, et il t'a transcrit ce que je raconte en plus de la slide. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec, sans parler de générer des trucs, mais en tout cas pour faire du résumé, c'est très puissant. Et donc il y a des boîtes comme AWS, il y en a d'autres, j'ai pas mis les autres noms par flemme, mais qui vous permettent de vous fournir ça, et ils ont négocié pour vous l'accord commercial. Alors du coup, vous payez à l'usage. Alors nous, la démo qu'on a fait, sur laquelle on a quand même géré un gros paquet de docs, fait tourner le truc pendant un bon mois, je crois que la note de frais c'était 4,50 €. Donc en fait, c'est pas cher. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça reste abordable. Donc allez vous amuser avec si vous voulez expérimenter. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous acheter un PC à 50 000 € pour que ça tourne, parce que ça ne tourne pas sur votre PC. Voilà. Avec tout ce que je vous ai dit sur le fait que c'est chez Amazon. Okay, prenez en compte ça, niveau données, vous transmettez vos données à Amazon. Voilà.
La conclusion. Bah, vous avez vu plusieurs fois cette image d'une boutique avec marqué Open dessus. Bah ouais, la boutique, elle est ouverte. Vous êtes libre de rentrer dedans, mais dedans, c'est pas gratuit. C'est pareil avec un taxi. Il est libre, vous montez dedans, vous allez devoir payer la course. Il n'y a pas de logiciel gratuit. Il y a toujours un coût de possession, il y a un coût de maintenance, un coût d'éducation à son utilisation. Ne serait-ce que pour télécharger PrestaShop, il vous faut un PC, une connexion Internet. Pour l'installer, il vous faut un serveur, un nom de domaine et un moyen de paiement. Tout ça, c'est pas gratuit. Okay, donc il n'y a rien de gratuit, jamais. Okay, il y a des gens qui ont choisi de partager de la technologie parce qu'en fait, c'est une commodité. Le code est une commodité. Et c'est pas avec le code en tant que tel qu'on fait la valeur ajoutée, c'est avec ce qu'on fait avec. Vous prenez des projets open source, je vais reprendre l'exemple de la stack Linux, Apache, MySQL, PHP. Vous installez un PrestaShop dessus et vous allez pouvoir construire une boutique en ligne. Mais la valeur ajoutée, c'est pas ça. La valeur ajoutée, c'est votre catalogue. C'est votre base de clients. C'est le service que vous rendez en travaillant avec des fournisseurs, etc. etc. Okay, rappelez-vous bien de ça. Même pour les agences, même pour les développeurs de modules. Ce que vous avez vendu, c'est une fonctionnalité, c'est un service. Mais c'est jamais du code et c'est jamais des licences. Voilà. Donc moi je suis venu en vacances, donc maintenant je suis en vacances, j'ai fini en plus ma part de boulot. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis là jusqu'à demain après-midi, donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'approfondir un point, que ça a suscité de l'intérêt pour vous, bah venez me voir, buvons un café et discutons. C'est avec plaisir. Merci Antoine, on a 3 minutes pour des questions. Ah, j'étais dans le timing à peu près. Dans le timing, bravo. Allez-y, lâchez-vous. Hein. Allez-y, je suis pas timide et, y a pas de et vous le savez, il n'y a aucun sujet tabou pour moi. On peut mettre les pieds dans le plat. Ouais, salut. Salut. Avant de poser ma question, j'aimerais te préciser que le samedi soir, je préfère faire des LAN à Counter-Strike et Quake 3 que de sortir avec des copines. Ça me va. Bon, moi, je fais de la musique, mais chacun son délire. En fait, la question que je me pose souvent quand on parle des licences open source, c'est le lien avec le droit français. Ouais. Qui est extrêmement protecteur des auteurs et les responsabilités. Je suis pas sûr qu'on puisse complètement se dégager de nos responsabilités avec ces licences. Est-ce qu'elles sont reconnues dans le droit ? Oui, alors déjà, comme je te disais, avec l'exemple de Visio, tu as Software Conservancy qui porte plainte pour obtenir le code source du firmware des téléviseurs, qui est basé sur Linux. Il y a une jurisprudence internationale, et puis surtout, en fait, dans les années 80-90, il y a eu beaucoup de discussions au niveau international sur le... Comme il y avait d'un côté le droit d'auteur et le copyright, qui sont des choses qui sont très différentes, notamment là, avec le droit d'auteur, le côté patrimonial. En fait, il fallait se mettre d'accord sur un système international, sinon IBM ne pouvait pas vendre ses mainframes avec du logiciel chez pas qui en Europe. Okay, donc, en fait, c'est à peu près harmonisé, il y a des règles communes, il y a des différences, notamment, comme je te disais, sur le côté patrimonial. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Gaston Lagaffe, il y a eu un nouveau Gaston Lagaffe, les héritiers de Gaston Lagaffe ne sont pas très contents. Mais comme le style graphique, l'état d'esprit des personnages, etc., Gaston n'est pas devenu Superman, tu vois. Donc c'est acceptable. On peut pas enlever ça. S'ils avaient vraiment transformé Gaston pour en faire autre chose, là, les ayants droit auraient pu dire ça respecte pas le patrimoine de Franquin. Mais comme ça respecte l'idée du truc, on peut pas interdire, comme Franquin avait transmis le reste de ses droits à l'éditeur, à Dupuis, on peut pas interdire Dupuis de refaire des BD, voilà. C'est pareil avec Astérix. Je donne ces exemples de BD parce qu'elles sont très parlantes. Mais un livre et du code open source, c'est pas très différent, c'est de l'écrit, c'est du copyright. On a adapté le copyright au début des années 80 avec le Software Copyright Act, je crois, je sais plus à l'origine, notamment avec IBM et le gouvernement américain, mais globalement c'est bien la même chose. Repensez d'ailleurs à un bouquin, le texte en lui-même c'est juste des lettres imprimées, mais la valeur du truc c'est pas les mots, c'est pas le papier, c'est le produit fini, l'auteur il a écrit un truc, quand il le donne à l'éditeur, il y a tout un autre travail qui commence, il va falloir le mettre en page, l'imprimer, vérifier les fautes d'orthographe, et le patrimoine c'est les personnages. Moi une fois j'ai voulu faire un t-shirt Superman, et en imprimé 25. Spreadshirt a refusé, parce que du coup j'ai dû contacter les ayants droit de DC Comics, en France c'est Warner, vous imaginez bien qu'ils m'ont dit non. Okay. Voilà. Et même si j'avais payé, j'étais prêt à payer, ils m'ont dit non. Voilà. C'est ça le copyright et le droit d'auteur. Donc ça marche et c'est valable, il y avait une vraie jurisprudence.
Mais est-ce que si tu distribues des choses en licence open source, tu peux vraiment dégager ta responsabilité si par exemple tu as une faille de sécurité dans ce que tu as produit? C'est un sujet d'actualité très intéressant parce que pour ceux qui suivent un peu, la communauté européenne est en train d'imposer le logo CE sur les logiciels de plus en plus. C'était le cas pour une catégorie très stricte de logiciels, mais ça va être généralisé. Et on avait très très peur il y a 2 ans que justement ce texte, la proposition du texte, la première version en tout cas, redonnait la responsabilité aux mainteneurs, notamment aux fondations qui étaient considérées comme des distributeurs. Et donc il y a eu beaucoup de lobbying de la part notamment de la fondation Eclipse, la fondation Python, etc. pour dire non, l'auteur il doit être dégagé de toute responsabilité, c'est le principe de la licence. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distingué, dans l'état actuel du texte, qui n'est pas encore voté, mais ils ont distingué 2 choses, l'open source, on va dire communautaire, fondation, etc. et l'open source commercial. C'est-à-dire que Linux, tu peux le télécharger, faire ce que tu veux avec. S'il y a une faille de sécurité, Linux n'est pas responsable. C'est ton problème avec la licence. Par contre, tu l'achètes à Red Hat. Red Hat étant dans un usage commercial de l'open source, là, du coup, tu peux te retourner contre Red Hat. Mais c'est déjà dans leur CGU. Tu vois ? Voilà. Le but est d'aller un petit peu plus loin que des grands éditeurs qui sont déjà concernés et de l'appliquer à tout le monde. Voilà. Mais typiquement, si vous prenez la version strictement open source de PrestaShop, là, vous ne pouvez pas vous retourner contre l'éditeur. Par contre, vous avez pris, je ne sais pas s'il y a une version entreprise qui existe ou quelque chose, où vous payez à une agence, et dans ces CGU, elle prend en charge cette responsabilité, parce que ce que vous achetez à l'agence, c'est une forme de réassurance. Ça veut dire, moi je suis utilisateur final, je ne connais rien, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui s'occupe de responsabilité, je paye quelqu'un qui a le savoir-faire technique pour le faire. Peut-être que dans vos CGU, il faudra peut-être les mettre à jour et les refaire signer à vos clients, parce que quand cette nouvelle réglementation européenne arrivera, vous risquez d'être responsable. Voilà. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde. C'était une très bonne question. D'autres questions? Je voudrais pas mettre en retard tout le monde, on est pile poil. Mais je le redis, je suis là. Moi, je suis en vacances, j'ai pas de stand, j'ai vraiment pris 2 jours pour venir à Marseille. Chopez-moi, je suis assez reconnaissable avec mon polo rose, mon écharpe et tout ça, et ma barbe. Venez me voir, posez-moi des questions. Et puis, il n'y a pas de tabou. Si vous avez besoin d'en parler discrètement, on ira dehors, ça ne me dérange pas. Et je peux comprendre que ça soit nécessaire. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci Antoine. Donc société Island aujourd'hui, mais je précise pour les nouveaux... Non, pas Island aujourd'hui. C'est comme si j'étais à l'armée que j'avais enlevé mes galons. Tu vois, je suis pas Island aujourd'hui. Non, mais je précise pour les nouveaux de chez PrestaShop que tu travaillais avant chez PrestaShop. Ah oui, j'ai travaillé plus de 4 ans chez PrestaShop et je crois que FOP, les anciens savent que j'y ai bien contribué. Et qu'est-ce que tu faisais chez PrestaShop? Du community management. Alors non, en gros j'ai été embauché en 2018 pour reconstruire cet écosystème qui était délabré après les choix stratégiques délicats, pour rester poli. Et je fais partie des gens qui, de 2018 à 2021, à 2022, on reconstruit cette entreprise et voilà, avec les premiers vrais profits d'ailleurs, fin 2021-2022. Donc c'était pas mal. Puis après, malheureusement, on a été nombreux à partir parce que c'était fatigant en fait, et on avait besoin de voir autre chose. Je pense que personne ne se rend compte ici, mais l'énergie qui a pu être dépensée, le temps, la charge mentale, les nuits blanches, les insultes, sont des choses qui sont très fatigantes quand on accepte de prendre un tel challenge, de repartir, pas de zéro, parce que partir de zéro c'est facile, mais de partir avec une catastrophe et d'en refaire quelque chose de beau. Aujourd'hui je vois quelque chose de beau, je suis très fier. Merci Antoine.